faites bien de suivre les programmes de Média 1. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Talk Afrique. La Chine maintient son objectif de créer un réseau mondial d'infrastructures, qu'elles soient déjà existantes ou encore en construction. Les nouvelles routes de la soie, une initiative chinoise qui cible plus de 80 pays dans le monde, y compris ceux d'Afrique, sont appelés la ceinture et la route. Ce projet ambitieux a été lancé il y a 10 ans sous l'impulsion du président chinois Xi Jinping. De son côté, l'Afrique ne cesse de mettre en place des projets qui nécessitent des financements. Pour sa part, la Banque mondiale souligne l'absence d'infrastructures de qualité limitant la productivité des entreprises africaines de 40%. Justement, les nouvelles routes de la soie constituent-elles réellement une solution pour l'Afrique? Quel intérêt pour le continent de collaborer avec Pékin? Des réponses avec nos deux invités qui sont déjà sur ce plateau. Nous recevons Monsieur Cher Sadibou Ndiaye. Vous êtes spécialiste des relations internationales. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. En face de vous, nous avons Dr Mor Gassama. Vous êtes économiste et enseignant, chercheur à l'UCAD. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup. Alors, nous parlons des nouvelles routes de la soie. Je l'ai dit au début de mes propos. Je veux commencer avec vous, Monsieur Sadibou Ndiaye. Comment appréhendez-vous cette initiative? Bon, pour cette initiative, il faut l'appréhender sous diverses manières parce qu'on sait que les nouvelles routes de la soie datent de plusieurs siècles. Mais c'est Xi Jinping qui a voulu relancer tout simplement ces nouvelles routes de la soie pour montrer la grandeur mais aussi la puissance de la Chine. On sait que la Chine est un pays qui était en transition parce que c'est un pays qui a connu le communisme de 1949 donc jusqu'à présent. C'est un régime fort, un régime communiste donc qui dirige la Chine actuellement, mais dont l'économie est pratiquement libérale. Mais à un moment donné de l'histoire, la Chine a fait ce qu'on appelle l'ouverture, c'est-à-dire construire des zones, c'est-à-dire les zones économiques exclusives qui ont permis d'avoir de gros investissements, mais aussi de s'ouvrir au monde. C'est ce qui a permis à la Chine vraiment de se dévoiler au monde, mais aussi de montrer sa puissance. Et la Chine avait pour objectif de rattraper les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France. Actuellement, on a vu que cette Chine-là titille les États-Unis au niveau économique. Donc, pour vous dire que cette nouvelle route de la soie qui a été relancée par Xi Jinping est en train d'inclure le continent africain, surtout l'Afrique de l'Est, où on voit de gros investissements chinois qui sont vraiment allés qui ont pour objectif de faire développer ces zones-là, mais aussi de créer des infrastructures qui vont permettre vraiment à cette nouvelle route de la soie d'y inclure le continent africain dans sa globalité, mais aussi pour montrer cette vivacité de l'économie chinoise qui, à grande échelle, est en train de phagocyter, si je peux m'exprimer ainsi, le continent africain. Alors, vous parlez de l'économie chinoise. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de l'économie africaine également, puisque nous parlons des nouvelles routes de la soie. Comment ces nouvelles routes de la soie peuvent-elles stimuler le développement économique de l'Afrique? Je pense que déjà, ce qu'on a constaté depuis ces dernières années, c'est donc une forte imprégnation de la Chine, des entreprises chinoises au niveau de l'Afrique. La Chine qui collabore à tous les niveaux, notamment dans les BTP où les Chinois font de gros investissements. Même en matière d'endettement, on voit nettement aussi que voilà, la Chine a donné le pion vraiment aux pays européens. Donc les Africains trouvent en la Chine vraiment une collaboration extrêmement efficace, pour ne pas dire pragmatique. Voilà, les Chinois étant moins regardants en matière de droits de l'homme et autres, en matière de corruption et ainsi de suite. Je pense que cette collaboration est très dynamique. Et on a vu également ce que la Chine a fait avec les pays africains, notamment pendant même la période Covid, où la solidarité a été vraiment extraordinaire. Donc bref, c'est une collaboration, en tout cas une initiative qui est extrêmement importante. Est-ce que l'Afrique gagne réellement? On peut parler dans ce sens-là, justement. Est-ce que l'Afrique se reconnaît dans ces nouvelles routes de la soie? Parfaitement. L'Afrique se reconnaît parfaitement donc, dans cette nouvelle route, dans la mesure où il y a de gros investissements qui sont enregistrés et que par ailleurs on voit nettement que ce que faisaient les autres, à savoir surtout les Européens, aujourd'hui on voit que la Chine les devance. Ce qui montre encore une fois le dynamisme donc, de la Chine qui a vraiment envie de leur donner le pion. Et personne ne peut aujourd'hui contester l'influence donc de la Chine au niveau des économies africaines. J'aimerais bien qu'on parle aussi des populations locales.
ces nouvelles routes de la soie, oui, certaines personnes disent que c'est un avantage pour l'Afrique, d'autres disent plutôt le contraire. Comment ces investissements chinois dans les secteurs africains tels que l'énergie, les transports et les télécommunications peuvent-ils bénéficier aux populations locales? Oui, vous voyez, comme l'a dit le docteur Gassama, vous avez vu les investissements chinois au niveau de l'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est avait un véritable retard concernant les infrastructures, concernant les industries, et ainsi de suite. Mais depuis l'intégration du régime chinois de cette partie de l'Afrique-là concernant la route de la soie, on a vu de gros investissements avoir lieu, la construction de routes, et ces constructions de routes vont permettre l'ouverture de nouvelles villes. Donc on a vu l'émergence de nouvelles villes au niveau du continent africain, au niveau de ces routes-là, et cela est favorisé surtout avec cette politique qui est menée par les dirigeants qui sont au niveau de ces pays-là, comme l'Érythrée, comme l'Éthiopie, et ainsi de suite. Donc c'est des pays qui sont aussi en transition, parce que c'est des pays qui avaient un niveau de développement assez faible, mais depuis l'arrivée de la Chine, avec l'installation de ces bases, que ce soit les bases militaires, avec l'installation aussi de ces industries et de ces investissements, cela va permettre à ces populations-là d'avoir du travail. Certes, peut-être le niveau de revenu peut être faible, mais cela permet aux populations d'avoir l'accès à l'emploi. Donc ces investissements chinois-là vont profiter vraiment à tout le continent africain, mais surtout à cette partie du continent. Et j'aimerais quand même aborder un aspect important. Docteur Gassama, quels sont les enjeux environnementaux associés aux projets d'infrastructure liés aux nouvelles routes de la soie en Afrique? Oui, moi je pense que, par exemple, dans les pays africains où les Chinois font beaucoup d'investissements, il va falloir tenir compte de l'aspect développement durable. Autrement dit, lorsqu'il s'agit de construire donc, des routes ou des autoroutes, il est toujours bon donc, de tenir compte de ce qu'on appelle le reboisement. Donc faire ressources, donc en fonction du nombre d'arbres et autres là qui sont arrachés, il faudrait en même temps donc planter en grande partie, mais également toutes sortes d'infrastructures installées doivent respecter les normes. Les normes donc, environnementales, ça c'est extrêmement important. Souvent dans nos pays, donc, il n'y a pas trop de rigueur, contrairement en Europe. Et les Européens aussi, lorsqu'ils viennent chez nous, certains essayent ou cherchent en tout cas à transposer donc, la même rigueur. Tant en matière de respect de l'environnement, mais aussi en matière donc, de lutte contre ce qu'on appelle la corruption ou encore, voilà. Par contre, en Chine, ce n'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas parce que, comme souvent, il n'y a pas autant de rigueur dans les décaissements, autant de contrôle aussi, voilà, pour l'utilisation donc, des fonds. On peut penser, ou en tout cas on peut voir que les chefs d'État ou encore les États africains peuvent aussi avoir un peu de souplesse. Voilà, maintenant c'est à la Chine en tant que grande puissance qui est en train de rivaliser avec les Européens et surtout les États-Unis, d'avoir ce comportement de respect de l'environnement, de respect donc des droits de l'homme également. Et je pense qu'effectivement, elle n'a pas le droit de faire moins que les autres. Si on veut s'imposer comme étant un leader mondial, il faudrait, à défaut d'améliorer ce que les autres font, au moins être au même niveau. D'accord. Est-ce que vous partagez son avis, Monsieur Ndiaye? Aujourd'hui, la Chine respecte les normes environnementales ici en Afrique? On sait que la Chine peut ne pas des fois respecter ces normes environnementales, mais comme l'a dit M. Gassama, la Chine est obligée, la Chine doit faire mieux que les autres, parce que les autres qui sont là font de leur mieux pour respecter les droits de l'homme, les normes environnementales aussi, mais la Chine, on sait que dans divers domaines, la Chine n'est pas en train vraiment, la Chine n'a pas carte blanche, mais on sait que vraiment, elle est obligée, parce qu'aujourd'hui, la population africaine, et la plupart de nos dirigeants, cette nouvelle génération est de plus en plus vraiment exigeant par rapport au respect des droits de l'homme, par rapport au respect des normes environnementales. Donc c'est à nous de faire pression sur nos États, mais aussi sur les investisseurs chinois, vraiment en allant dans ce sens-là, c'est-à-dire de respecter ces droits de l'homme, mais aussi ces normes environnementales. Parce que si nous n'allons pas dans ce sens, nous risquons de voir le continent africain être submergé, être déstabilisé, mais être détruit aussi. Parce qu'on a vu qu'il y a des puissances qui viennent en Afrique et y décharger
vraiment leurs déchets nucléaires et des déchets qui polluent pratiquement nos lacs, nos fleuves, ainsi de suite. Donc il est important de faire pression sur la Chine et d'essayer de demander au gouvernement chinois de faire mieux que ce que font peut-être les Européens ou les Américains. Parce qu'aujourd'hui, la Chine est une grande puissance qui rivalise avec les États-Unis, qui rivalise avec d'autres. Et sur tous les plans, vous avez vu les BRICS. Les BRICS actuellement, ils sont en train de s'agrandir. Oui. Et on sait que la Chine fait partie... Nombreux, hein. Oui, oui. On sait que, mais on sait que la Chine fait partie des locomotives de ces BRICS-là. Donc il est important pour la Chine de montrer une très belle image par rapport à sa politique internationale. De ce fait, les autorités chinoises à la tête de Xi Jinping sont vraiment sur cette voie. Je reste avec vous. Vous êtes spécialiste en relations internationales. Dites-nous en quoi la coopération avec la Chine dans le cadre des nouvelles routes de la soie peut-elle influencer les relations diplomatiques et politiques en Afrique ? Oui, vous savez, dans les relations internationales, les États ont leur indépendance, les États ont leur souveraineté. Mais ce que le droit international surtout permet actuellement, c'est que l'État a la compétence de ses compétences, comme on le dit souvent. Donc l'État est libre de choisir ses partenaires. Et on sait qu'actuellement, la plupart des pays africains sont en train de se tourner vers la Chine. Parce qu'on sait qu'actuellement, le plus grand investisseur sur le continent africain n'est nul autre que la Chine. La Chine investit des milliards et des milliards de dollars sur le continent africain. Donc ça va profiter en retour au continent africain. Parce que les pays européens qui investissaient en Afrique, ils diligentaient pratiquement leurs investissements. Soit, par exemple, la Banque mondiale ou le FMI, la plupart du temps, ils diligentent leurs investissements. Alors que la Chine peut vous laisser un peu de marge libre par rapport vraiment à ces secteurs où ils veulent investir, ainsi de suite. De ce fait, ça va permettre à nos dirigeants en retour et à la population africaine d'avoir aussi une main basse par rapport à ces investissements chinois-là. Parce que la plupart des investissements que l'Occident, le G7 ou d'autres pays faisaient en Afrique, c'était des investissements qui sont dirigés vers des zones qui arrangent peut-être ces pays européens-là. Alors que la Chine n'est pas assez regardant par rapport à ces domaines-là. Donc ça va profiter vraiment au continent africain, à nos dirigeants. Mais il faut aussi mettre en place des mécanismes de surveillance et de contrôle. Oui. Sinon, on risque d'aller vers des gaspillages et des détournements. Parce qu'on sait que le mal de l'Afrique actuellement, c'est des problèmes économiques. Mais les détournements à quel niveau? Les détournements à tous les niveaux. Dans tous les secteurs économiques. On sait que... Dites-moi, en Afrique, quel secteur n'est pas... Il faudrait qu'il y ait de contrôle au niveau africain, au niveau africain, mais aussi au niveau chinois, mais aussi au niveau africain, au niveau de nos juridictions, qu'on mette en place vraiment des... Même par exemple au Sénégal, si je prends le cas du Sénégal, on a des systèmes et des mécanismes de verrouillage, des mécanismes qui vérifient pratiquement nos investissements, mais on voit ce qui se passe. Est-ce que justement ce partenariat chino-africain, on peut dire que c'est du gagnant-gagnant, Dr Gassama? Effectivement, si en tout cas on fait une évaluation, si on compare ce partenariat par rapport aux autres, on se rend compte que les Africains bénéficient d'énormément d'investissements, mais surtout d'infrastructures. Vous ne pouvez pas parler de développement sans infrastructure. Là où vraiment le bas blesse, c'est par rapport surtout au transfert de technologie. Parce que là, on ne sent pas trop. Voilà. Lorsque les Chinois engagent de grands travaux, on a l'impression que le grand public ne voit pas beaucoup, surtout ceux qui travaillent avec eux. On emploie la main-d'œuvre locale et parfois aussi on vient même avec une bonne partie de la main-d'œuvre. Donc ce qui n'est pas très profitable. Si vous prenez le cas du Sénégal où le stade, par exemple, Léopold Senghor, qui a été construit depuis 1989, c'est-à-dire plus de 30 ans après, pour réhabiliter, il faut faire appel aux Chinois. S'il y avait le transfert de technologie, on n'aurait pas besoin de ça. Parce qu'il y a suffisamment de main-d'œuvre, il y a suffisamment d'ingénieurs et autres pour pouvoir faire ce travail demandé. Cela veut dire quoi? Ce partenariat, certes, reste gagnant-gagnant comparé aux autres, mais je pense qu'il mérite encore d'être amélioré. Oui, justement, vous parlez de la main-d'œuvre, on reste sur ce point-là. Dans un rapport du cabinet McKinsey, plus de 10 000 entreprises chinoises sont présentes sur le continent. Cependant, seuls 44% des gestionnaires locaux des entreprises chinoises sont africains. Faut-il craindre pour l'Afrique? Bon, en tout cas, lorsqu'on vient dans un pays pour investir, on a toujours des possibilités. Soit on entre dans le capital, soit on crée quelque chose et on le gère par soi-même. Donc ça veut dire que celui qui vient avec ses fonds, il est libre de faire son choix. Voilà, le choix qu'il pense être le plus efficace pour lui.
Voilà, maintenant, c'est aux Africains de prendre le destin en main. On ne peut pas dépendre tout le temps des autres. Voilà. En Afrique, il y a même des fonds qui sont dégagés pour soutenir les porteurs de projets, ceux qui ont eu des initiatives. Mais ce qu'on voit souvent, c'est que dans la plupart du temps, ces fonds même parfois sont politisés, entre guillemets. Autrement dit, si vous êtes proche du régime, vous avez 1000 chances de bénéficier d'un financement, même si votre projet n'est pas fiable ni viable. Alors que les autres, peut-être, ils peuvent courir derrière, ou bien ils n'ont que très peu de chances d'en bénéficier. Ça ne devait pas être le cas. Il faut privilégier ceux qui ont des projets fiables et viables et voilà, continuer à les encadrer pour que l'Afrique puisse avoir en son sein plusieurs champions. Monsieur Sadibou Ndiaye, dans ce sens-là, est-ce qu'aujourd'hui, cette initiative peut contribuer à la diversification économique des pays africains et à la réduction justement de leur dépendance à l'égard de secteurs spécifiques? Effectivement, ça peut contribuer à la diversification économique parce qu'on sait que vraiment la Chine est un pays expert en matière de, si je peux m'exprimer ainsi, en matière de vol industriel. On sait que la Chine, copie est le plus grand copieur. Ce sont vos mots, hein? Oui, c'est mes mots, donc je m'en excuse. Mais on sait que cette Chine-là refuse toujours les transferts de technologie, comme l'a dit M. Gassama. Mais cela va permettre aux pays africains d'essayer de s'adapter, de créer une autre économie locale qui vont permettre à ces pays-là de diversifier leur économie. Cela va permettre peut-être aux jeunes et aux femmes et aux enfants de se voir par rapport à cette diversification économique. Par exemple, ici, lorsqu'on voit l'implantation d'une entreprise chinoise, on voit toute une économie qui tourne autour d'elle. C'est le cas au Sénégal, au Mali, en Éthiopie, ainsi de suite. Donc, ces entreprises chinoises-là vont permettre à l'économie locale de s'adapter, mais aussi de quitter cette sphère-là qu'avait installée peut-être la puissance colonisatrice, c'est-à-dire les pays occidentaux qui nous ont calqué pratiquement un modèle de développement basé sur peut-être sur des aspects qui leur sont propres à eux, mais avec l'avènement peut-être de ces rapports-là avec la Chine, cela a permis aux autochtones d'essayer de diversifier vraiment l'économie locale, mais aussi d'adapter d'autres systèmes qui vont permettre aux économies africaines aussi d'essayer de s'émanciper, mais aussi de se lancer par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau mondial. Est-ce que ce n'est pas aussi leur façon de faire, hein? Vous parlez des technologies, Dr Gassama l'a dit tout à l'heure. Est-ce que pour eux, ce n'est pas aussi une façon de maintenir cette dépendance? Oui, c'est certes, vous savez, la puissance, c'est la capacité de faire faire. Chaque État puissant cherche à dominer pratiquement le monde. Les États-Unis, ils dominent économiquement le monde. La France, la Russie, ainsi de suite. Chacun a son sphère, chacun cherche à s'approprier de marché et d'économie pour essayer de booster sa propre économie. Donc c'est ce qu'est en train de faire la Chine. Maintenant, à nous, Africains, de voir est-ce que ce que la Chine est en train de faire sur notre continent nous arrange ou bien est-ce qu'il ne faut pas lui poser des barrières ou des contraintes par rapport à certains aspects. Sinon, nous risquons de perdre la valeur de notre économie. Nous risquons de perdre pratiquement le contrôle sur nos poumons économiques parce qu'on sait que la plupart des pays africains, l'économie qui tourne autour de nos pays est contrôlée par des puissances étrangères. Alors, mettre des barrières, est-ce que ce n'est pas trop fort? Tout à l'heure, vous disiez que la Chine est un bon partenaire. C'est un bon partenaire. Non, quand je parle de mettre des barrières, je dis qu'il faut aller de manière vraiment douce par rapport aux investissements chinois et avoir un contrôle, avoir une main basse par rapport à ce que la Chine investit sur le continent africain. Parce qu'il n'est pas vraiment, c'est pas facile de laisser à une puissance étrangère venir contrôler toute notre économie. Il faut aller vers un partenariat gagnant-gagnant. Certes, c'est ce qu'est en train de faire la Chine. Le partenariat est gagnant-gagnant. Effectivement, c'est ce qu'est en train de faire la Chine avec les pays africains. Mais je dis qu'il faut renforcer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 44% de nos entreprises sont pratiquement des gestionnaires des locaux des entreprises chinoises. Donc il faut aller dans un sens où il faut commencer à titiller cela et à favoriser vraiment les entreprises nationales. Et oui, docteur Gassama veut réagir. Je voudrais juste rappeler qu'en matière de transfert de technologie, lorsque ça intéresse les Chinois, ils sont prêts à tout. Je me rappelle d'une année où le président Sarkozy était parti en voyage en Chine. Les Chinois avaient fait une commande de 300 avions Airbus, mais avec des conditions. Il faudrait que la moitié de la flotte soit montée en Chine. Que les ouvriers, les ingénieurs européens travaillent avec les ingénieurs chinois et que les ouvriers européens aussi travaillent avec les ouvriers chinois. Maintenant, l'autre moitié, ils sont libres de monter ça dans le pays européen de leur choix.
Et à son retour en France, c'est vrai, c'était une période où vraiment Airbus avait du mal à remplir ses carnets de commandes. Les Français avaient créé un scandale en disant que le président Sarkozy a vendu notre technologie. Voilà. Donc ça veut dire que autant ils sont exigeants pour un transfert, autant ils ne sont pas vraiment aussi généreux parfois, j'ai l'impression. Hein. Est-ce qu'on peut parler aussi d'autres risques? Tout à l'heure, il disait que la Chine contrôle tout. Est-ce qu'il y a d'autres risques aujourd'hui qu'on peut énumérer en dehors de ce qu'il disait tout à l'heure, le contrôle sur tout? Oui, parce qu'on peut penser d'abord à une forte dépendance. Hein, parce que souvent maintenant on a vu qu'en matière d'importation comme d'exportation, voilà, tous les pays presque se tournent vers la Chine. Ça veut dire que le risque surtout c'est de voir notre industrie voilà, rester au même niveau, ou en tout cas c'est développer très difficilement. Parce que à chaque fois qu'on veut construire quelque chose, voilà, on se retourne toujours vers la Chine, même pour les importations, les importations, alors qu'en réalité, il faudrait penser plus à notre propre industrialisation. Voilà. Mais de la manière dont les produits chinois inondent notre marché, ça va même tuer certaines industries nationales. Et ça, je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle et c'est un risque très fort. Et comment ces États africains peuvent-ils garantir une répartition équitable des avantages économiques découlant des projets liés aux nouvelles routes de la soie? Vous savez, en Afrique, ce qui est dommage, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les problèmes que nous avons avec la corruption et ces autres aspects qui sont en train de détruire notre économie, mais aussi avec l'exonération fiscale, parce qu'on sait que la plupart des entreprises étrangères qui sont sur le continent africain sont exonérées, ils ne payent pratiquement rien. Bon, peut-être à part la responsabilité sociétale d'entreprise et ces aspects-là, ces petits aspects, mais il faut que nos États puissent être dirigés par des élites qui sont responsables et qui sont conscients du devenir vraiment de ce continent. Parce qu'on parle de l'horizon 2050 où le continent africain va faire presque 1,2 milliard d'habitants. Et ces 1,2 milliard d'habitants-là auront besoin du développement. Et le développement, c'est satisfaire tout simplement les besoins primaires, avoir accès à l'eau, à l'électricité, et ainsi de suite. Est-ce que nos dirigeants seront capables de gérer cette manne financière-là qui découle de nos partenariats peut-être avec la Chine et d'autres pays? Il faut aller dans un sens où il faut mettre la pression sur nos États, avoir une très bonne élite politique qui est consciente des devenirs vraiment mondiaux. Qu'est-ce qui fait justement que cela retarde? Ce que vous dites est très intéressant. Parce que, oui, ça veut dire qu'ils prennent quand même conscience de effectivement, cela. parce qu'on sait qu'il y a des problèmes politiques un peu partout en Afrique. On a vu des coups d'État répétitifs, des problèmes au Sahel, des problèmes liés au terrorisme. La bande du Sahel est pratiquement actuellement aux mains des terroristes, mais malgré qu'on a vu ce retour en triomphe de l'armée malienne à Kidal, au Burkina, on a vu les prouesses de l'armée burkinabé, ainsi de suite. Pour vous dire que certes, il y a des nouvelles générations qui sont en train de prendre conscience de la nécessité de se battre par rapport à ces aspects qui retardent le développement de l'Afrique. Mais jusqu'à présent, nous sommes confrontés à une certaine élite qui vit peut-être dans le passé et qui ne veut pas voir que le développement réel de l'Afrique se situe sur le continent africain. Et il faut nouer des partenariats, certes, prôner l'ouverture, mais aussi favoriser nos entreprises qui sont sur le continent africain. Parce que si on vous dit qu'au Sénégal, chaque an ou chaque mois, le nombre de PME, PMI ou de GIE qui ferment leurs portes, vous allez me dire que ce n'est pas vrai. Tout dit tout simplement qu'il y a un problème profond qui se passe sur le continent africain et il faut tenir les assises, si je peux m'exprimer ainsi, pour essayer de trouver des solutions par rapport à cela. Sinon, cette manne financière-là risque vraiment de disparaître. Justement, la même question, hein, Dr Gassama, vous êtes économiste, enseignant-chercheur également à l'UCAD. Comment garantir justement cette répartition équitable des avantages économiques découlant des projets liés aux nouvelles routes de la soie? Moi, je pense que ça fait appel d'abord à la notion de bonne gouvernance. Hein. La bonne gouvernance, voilà, la gestion des deniers publics. Il faudrait certes beaucoup de projets structurés, mais il faudrait qu'il y ait de la transparence. Parce que s'il y a vraiment un mot que nos dirigeants aiment beaucoup dans leur discours, c'est la transparence. Mais dans la réalité des faits, beaucoup d'entre eux sont allergiques à la transparence. Et ça, ce n'est pas normal. Tant qu'on ne change pas notre manière de faire, voilà, ça va toujours poser un problème. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'Afrique aujourd'hui n'a pas le choix? Peut-être que l'Afrique se dit, la Chine est encore mieux que les autres, donc on fait avec. Oui, en matière d'accès au financement. Oui. Voilà, les Chinois dégainent beaucoup plus vite que les autres. Donc forcément, il y a un avantage qui est là. Voilà, vous voulez certaines infrastructures, le décaissement est rapide et on ne va pas
regarder certains détails, comme le font les Européens ou encore les Américains. Je pense que ça fait partie de ce qui favorise ce succès-là, donc des investisseurs chinois donc, en Afrique. Continuer à progresser, mais surtout à faire des efforts exceptionnels pour au moins résoudre certains problèmes encore élémentaires. Parce que l'Afrique n'arrive pas encore à nourrir sa population, alors que les terres ne manquent pas. D'accord. En un mot, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur Ndiaye, que pouvez-vous dire concernant justement ces nouvelles routes de la soie? Est-ce qu'il faudrait justement faire attention à toute cette stratégie qui paraît positive, si je peux le dire ainsi? Oui, ces nouvelles routes, en tout cas de la soie, sont prometteurs, si je peux m'exprimer ainsi, parce que Xi Jinping a compris que la géostratégie mondiale est en train de changer. Il faut essayer de s'adapter et d'inclure beaucoup d'États ou beaucoup de continents par rapport vraiment au développement de la Chine. Cher Sadibou Ndiaye, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales. C'était un réel plaisir. Merci à vous. Et également, Dr Gassama, Mor Gassama, vous êtes économiste et chercheur, enseignant-chercheur à l'UCAD. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur Medi 1 et prenez soin de vous.